Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là en ce vendredi pour cette 39e foire du livre, avec aujourd'hui des témoins de l'histoire. Dominique Michelet, merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur de recherche émérite au CRNS, je vais y arriver, et petit-fils d'Edmond Michelet avec ce texte essentiel qui dit énormément aussi sur ce que c'est que de résister. On en parlera sur cette foi qui habitait votre grand-père, et un texte qu'il est important de mettre au premier plan, qui dit énormément sur comment on combat aussi intérieurement, quand on arrive à s'en sortir, et les mots qu'il met sur ce qu'il a vécu sont absolument saisissants. Rue de la Liberté, Dachau, 1943-1945. Pierre Vergely, bonsoir. Pareil, avec ce texte, Le monde qui reste, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Vous êtes le fils du résistant Charles Vergely et vous êtes mis à la place de votre père, avec cette forme du journal intime qui sied complètement à cette expérience de vie pour dire au jour le jour les mots aussi, et comment il a fait pour s'en sortir, la foi qu'il habitait, cet esprit aussi de fraternité et l'importance des textes. Je vais commencer avec vous, et j'avais une première question, Dominique Michelet, par rapport à ce texte Rue de la Liberté, Dachau 1943-1945. Quand vous l'avez lu, puisque vous l'avez lu assez tard, quel est le regard qui a primé? Est-ce que c'est le regard du petit-fils ou est-ce que c'est le regard de l'intellectuel et du chercheur? À vrai dire, je n'ai pas lu trop tard non plus. J'étais petit quand il a été édité en 1955, la première fois. Et je l'ai lu à plusieurs reprises, à vrai dire. D'abord dans l'édition originale, puisque mon grand-père nous l'avait donné à tous ses descendants de l'époque. Et puis ensuite, il a rajouté tous ceux qui sont venus après. Et donc, j'ai eu une première lecture, disons, de préadolescent. Hein. Et là, c'est vraiment le récit qui m'avait intéressé. Ensuite, il y a eu, à partir de 70, plusieurs éditions de poche. Et je l'ai relu, bien entendu, je l'ai relu comme étudiant. Et puis, j'ai connu aussi mon grand-père. Mais je dois dire que une fois le livre édité, une fois le livre publié, c'est une partie de sa vie que mon grand-père ne révélait plus facilement. Enfin, je n'ai pas le souvenir une seule fois de mon grand-père me parlant de tel ou tel épisode de son enfermement d'abord et de sa déportation ensuite. Et puis alors, évidemment, quand nous avons eu l'idée pour le cinquantenaire de sa disparition de voir avec les éditions du Seuil s'il était possible de rééditer ce livre qui n'était plus disponible, à ce moment-là, on s'est mis au travail vraiment, et ça c'était plus sur le plan intellectuel, parce que ce livre qui est un livre de témoignages, qui hésite entre... Enfin, qui hésite, non, qui fait à la fois témoignage et histoire, hein, puisque c'est une référence, malgré tout, c'était devenu une référence, et daté, malgré tout, puisqu'il a été écrit en 1955 et qu'il fallait absolument, pour les lecteurs d'aujourd'hui, donner un certain nombre de clés. Alors, nous avons fait, d'abord, on a fait appel à des gens qui étaient capables de le mettre en contexte, Olivier Vieillorca en particulier, qui fait un avant-propos. Et puis, nous l'avons lu, d'ailleurs en le faisant lire à des lycéens actuels, des petits cousins par exemple, ou des gens dans les établissements où ils étaient, pour savoir ce qu'ils ne comprenaient plus. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on rajoute un certain nombre de notes. Donc le livre initial était sorti avec peut-être une trentaine de notes, vous en avez 130 aujourd'hui, qui expliquent un certain nombre de clés de la lecture. Et là, c'était une lecture beaucoup plus intellectuelle. Et puis alors, on a fait un autre travail, qui lui est un travail un peu fastidieux a priori, mais archi nécessaire, parce que c'est un livre de rencontres. C'est curieux à dire, mais dans la déportation, les gens étaient des centaines et des milliers. Il y a un chiffre qu'il faut que le public retienne, c'est que quand Dachau ouvre, il y a 4000 détenus. Quand Dachau est libéré, il y en a 66 000. Donc on est dans une foule. Et cette foule, il la côtoie tous les jours. Étant donné ses fonctions, à la fois la désinfection et comme responsable des Français, il rencontre obligatoirement beaucoup de monde qu'il essaye d'aider dans la mesure de ses moyens. Et donc, il y a plus de 300 personnes qui sont citées dans ce livre et pour lesquelles il y a parfois des portraits assez détaillés. Donc, il fallait absolument donner des clés, et c'est la forme d'un index qui permet de retrouver tous ces témoins.
Ce qui est saisissant aussi dans Rue de la Liberté, c'est on a une sorte de hiatus, on va dire, à l'envers, c'est-à-dire qu'on a un mot extrêmement clos, inhumain, et dans cette inhumanité, votre grand-père Edmond Michelet, à l'instar de beaucoup d'autres, arrive à faire émerger une fraternité et un sens de l'autre absolument incroyable. Est-ce que ça vous surprend encore à la lecture, aux multiples lectures que vous avez eues? Alors, rappelons-nous, en fait, après son arrestation à Brive, ici, le 23 février 1943, il est d'abord, un tout petit peu interrogé à Brive, à Limoges, mais transféré à Paris, où là, il va être pendant 6 mois au secret. Et là, on retrouve une position qu'a bien connue le père de Pierre Vergely, bien entendu, où lui va rester pratiquement seul pendant toute sa captivité. Là, il y a 6 mois qui sont absolument terribles et où les seules rencontres, ce sont quelques mots échangés par les fenêtres de la prison de Fresnes, la rencontre avec l'aumônier, l'abbé Stock, le même que pour Pierre Vergely, enfin le Charles Vergely, et ensuite, eh bien, c'est le départ vers l'Allemagne et le camp de concentration. Et le camp de concentration, c'est une foule, et une foule qui a besoin d'échanger. Mais ce qui se passe, c'est qu'au départ, il n'y a que quelques Français, et ce sont des mauvais garçons. La plupart d'entre eux, ce sont des gens qui se sont vendus d'une certaine façon à l'Allemagne nazie de l'époque, qui sont partis au travail obligatoire dans certains autres cas, donc contre leur gré probablement dans certains cas, mais qui se retrouvent là pour des faits de droit commun en réalité. Et ce qui va être l'enjeu de tout ce temps-là, c'est de réunifier la communauté française. Il y a beaucoup de choses là-dedans très fortes, où à travers des mesures extrêmement symboliques, par exemple, on se vouvoie alors que les encadrants de la déportation, les responsables, les joailliers, demandaient le tutoiement obligatoire. On ne parle pas un mot d'allemand, ou si on dit des mots d'allemand, on les déforme à la française. Et ça, c'est une forme de résistance qui est réintroduite, et ça marche. Et c'est ça qui est extraordinaire. Pierre Vergely, dans Le Monde qui reste, ce journal de votre père, absolument saisissant, qui retranscrit exactement toutes les problématiques aussi de cette époque-là, le rapport à la fraternité, l'importance aussi des auteurs. Vous avez des pages magnifiques sur l'importance, par exemple, de Giono. Comment s'est construit le texte, et en portant le récit de l'expérience de votre père, est-ce que vous l'avez ressenti physiquement, le fait de porter les mots et les conditions physiques de votre père? Comment s'est organisée cette écriture? L'écriture s'est organisée de façon relativement naturelle, parce que d'abord, il s'agit de mon père. C'est-à-dire que j'ai un rapport... La Seconde Guerre mondiale est organique chez moi. C'est-à-dire que j'ai un rapport direct à cette période qui m'a été transmis très naturellement par les yeux noirs de mon père, qui avait une présence absolument extraordinaire, dont on avait dit... un grand mystique orthodoxe avait dit, après la guerre, cet homme a l'étoffe d'un saint. Et donc là, ça nous ramène à votre grand-père, dont je sais qu'il est, depuis 2015, il y a un procès en canonisation qui le concerne. Et ces hommes ont vu des choses absolument inimaginables. Et lorsque le regard de votre père, l'intensité du regard de votre père se pose directement sur vous, enfin sur moi, j'ai vu ça, je l'ai connu. Il était naturel. On m'entend? Voilà. Là on m'entend mieux. Pardon, excusez-moi. Il était presque naturel que j'écrive ce livre, et il s'est organisé naturellement quand il m'a donné le signal. Il y a quelques années, il y a 3 ans en fait, j'étais sur sa tombe au cimetière Montparnasse, et je nettoyais sa tombe, et il m'a donné le signal, il m'a dit voilà, c'est le moment, c'est bien, tu as l'expérience, il est temps de le faire, maintenant tu peux écrire ce journal que j'ai pas pu écrire. Et après tout vient assez naturellement, ça se fait facilement, et sans aucune... Vous n'avez pas besoin de... Alors je me suis préparé, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté. Je n'irai pas dans
voilà, dans le sens de tout ce que vous avez... Je ne peux aller que dans le sens de ce que vous avez dit, de ce que vous avez livré. Il ne s'agit pas de faire de ce livre un témoignage. Tout a été dit, écrit par des gens qui étaient contemporains. Moi, je rapporte cette histoire. J'utilise l'histoire de mon père comme une structure. Donc ça parle de son histoire. Et à l'intérieur de laquelle j'essaie de répondre à une question. C'est comment survit-on à l'épouvantable, à l'imaginable, voilà, comment fait-on pour survivre à une épreuve comme celle-ci? Et d'où la dimension, on en a parlé un peu avant, d'où la dimension spirituelle. C'est-à-dire c'est des hommes qui vivaient vraiment leur foi au plus intime. Il y a cette phrase de Georges Bernanos, l'espoir est un risque à courir. Ces hommes-là, Edmond Michelet, Charles Vergely, ont risqué justement de croire encore. Comment ça transparaît? Comment vous le voyez dans ces pages-là, rue de la Liberté, d'Edmond Michelet, cette présence de la foi, avec par exemple la présence de la Vierge Marie? Alors, bon, pour le lecteur, c'est assez clair parce qu'il y a énormément de références. Il y a des prières, il y a des éléments qui sont intégrés dans le récit et qui montrent que c'est... Et puis, il y a des faits aussi. Je pense qu'un des épisodes que tous les lecteurs ont le plus retenu, c'est quand lui-même était atteint par le typhus et qu'il était vraiment entre la vie et la mort, enfin plus près de la mort que de la vie d'ailleurs, son compagnon du commando de la désinfection, qui était un communiste pur et dur, Germain Boiroux, alors il commençait à reprendre un peu, il lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et tout d'un coup, il a l'inspiration. Et ce n'est pas mon grand-père qui le lui dit, c'est Auboireau qui lui dit « Ah, mais je sais, je vais aller faire le pied de garde à la chapelle où toi, tu te rends tous les matins, et puisque tu ne peux pas y aller. » Donc, on est finalement dans une dynamique de la foi, de l'espérance aussi, bien entendu. Et je crois qu'effectivement, enfin, quand mon grand-père parlait... et il n'en parlait encore quasiment pas de ces années-là, les seuls messages qu'il pouvait nous livrer, c'était d'une part, et ça c'est aussi indiqué dans le livre, j'ai fait du rab, c'est-à-dire j'aurais dû mourir, et toute la vie que j'ai en plus maintenant, c'est du rab, c'était son expression, et d'autre part, donc sans l'espérance et sans ce que je crois, je n'aurais jamais survécu. Ça, c'est des éléments qu'il transmettait volontiers, mais pas plus. Il y a des figures centrales, je citais Bernanos, mais une figure comme Peggy, on ne se rend pas compte à quel point, à l'époque déjà, Peggy avait vraiment un rôle, je veux dire, à jouer. Est-ce que vous, Pierre Vergely, il y a des auteurs qui vous ont nourri? Je sais que vous citez notamment Chalamov, qui est enfin, une des expériences aussi où les mots atteignent leurs limites. Il disait la chose suivante dans un texte qui s'appelle « Mes bibliothèques ». Les livres sont ce que nous avons de meilleur en cette ville, sont notre immortalité. Est-ce que dans la possibilité aussi que vous avez eue d'écrire ce journal et de mettre des mots sur ce que votre père a vécu, c'est une manière déjà de dire « ça a bien existé », je vous assure, comme s'il y avait une sorte de combat entre ce que les gens pensent et ce qui s'est vraiment passé grâce au langage? Le langage est central et la lecture, alors de façon très élémentaire, la lecture était très importante pour tous ces jeunes gens qui se retrouvaient là, prisonniers et livrés à eux-mêmes. La lecture avait un rôle central, en effet. C'était elle avait un rôle salutaire qui leur permettait de s'évader, s'échapper, ou au contraire de se recentrer. Et en effet, Peggy, que vous citiez, avait un rôle majeur pour beaucoup de... Et dans certaines lettres, d'ailleurs, de mon père à mon grand-père, qui s'appelait Pierre Vergely, qui, par ailleurs, était lui-même écrivain. Bon, voilà, c'est pour la petite anecdote. Oui, on voit très bien cette relation qui leur permet, dans certains dialogues, c'est tellement touchant, en effet, d'échanger sur des choses qui paraissent à la fois très superficielles, mais qui ont une importance capitale. Que vous dire? Je me souviens plus très bien de votre question. Je suis désolé, je me suis un peu perdu, mais... Par rapport au fait que les mots
utilisé frotte presque avec la réalité, et la difficulté à un moment donné, c'est d'arriver à dire avec des mots humains l'inhumanité aussi d'une expérience. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, pour moi, écrire ce livre, c'était une façon, en effet, de mettre en mots l'expérience de mon père, comme je le disais, à travers ce récit, cette structure qui me permet, moi, à l'intérieur, d'y mettre exactement, de répondre à la question qui est cette question, en effet, de comment survit-on et comment survit-on au silence, à un silence prolongé, un silence qui a duré 50 mois, quasi-silence pendant 50 mois. C'est-à-dire, comment vous le traduisez? C'est-à-dire, mon père s'est retrouvé, je pense, je l'imagine, lorsque je lis tous les témoignages, lorsque je pense à mon père, j'imagine qu'il s'est retrouvé au fond d'une cellule, à un moment donné même, perdu quelque part en Allemagne, je pense qu'il ne savait même pas où il était. Il n'avait plus, vous savez, il n'avait plus que son moteur immobile, son moteur premier, pour essayer d'apporter des questions, des réponses à des questions fondamentales. C'est qu'est-ce que je fais là et pourquoi je vis et qu'est-ce qui fait que je m'accroche encore à la vie? Qu'est-ce qui me... Voilà. Et je pense qu'en effet, si vous n'avez pas l'occasion, à travers les quelques livres qui vous passent entre les mains, les quelques possibilités d'échanger comme ça, alors lors des rares visites qu'il a eues de sa mère, ou lors des rares moments où il pouvait discuter avec ses compagnons, si vous n'avez pas ces quelques mots auxquels vous devez donner une densité et un sens profond, il n'y a plus rien, et là vous vous effondrez. C'est exactement ce que mon père a dû vivre, j'imagine. Et il fallait mettre des mots là-dessus. Vos deux livres se répondent justement sur cette présence des auteurs. Edmond Michelet le dit, pour nous mettre en mouvement, il commença lui-même à débiter les premiers vers d'Hernani qu'il savait entièrement par cœur. Je le soupçonnais à ce moment de nous avoir monté ce canular pour étaler son érudition. Il, c'est Jacques Renouvin. Il n'alla tout de même pas jusqu'au bout pour permettre à d'autres de se manifester. William, si ma mémoire est bonne, nous servit naturellement une pièce de Verhaeren. Puis nous eûmes droit à du Musset, à du Péguy, et même, Dieu me pardonne, à du Paul Géraldi. Nous allions commencer à nous assoupir quand, la nuit déjà avancée, nous entendîmes s'élever dans l'ombre une indéfinissable voix. Mais j'ai moi aussi un poème à réciter. Nous n'avions plus envie de dormir, nous étions stupéfaits. C'était la voix de notre petit juif agnostique de la nuit précédente que nous croyions tous morts. Il ajouta « Voici la Vierge Marie de Paul Claudel ». Est-ce que ces textes-là, Dominique Michelet, ils continuent aussi à vous accompagner et quel rôle jouent des textes comme ça qu'on apprend surtout par cœur? Parce que ce qui leur reste, n'ayant plus rien de matériel, c'est la mémoire. Et la mémoire, c'est, pour vous, historiens, vous le savez mieux que quiconque, c'est le bien le plus précieux. Oui, incontestablement. L'épisode que vous citez, effectivement, c'est une grande tentative de survie, en réalité, de la part de tous les participants. Et le final, qui n'est pas un final inventé, je ne le crois pas du tout, de cette intervention du lycéen, hein, il était encore lycéen juif de Pau, qui avait déclaré la nuit d'avant qu'il était totalement agnostique et qui se met à réciter donc la Vierge à midi. Et c'est quelque chose d'absolument fondamental. Je sais que chez nous, effectivement, dans la tradition familiale, nous avons été plusieurs à l'apprendre et plusieurs à le réciter. Peut-être qu'au départ, on ne savait pas d'où ça venait exactement, mais c'est quelque chose qui nous a marqués. Et je reviens sur ce qu'on disait il y a un instant, sur l'importance de la lecture. Contrairement à ce qu'on pourrait effectivement croire, alors que ces gens-là subissaient les pires des traitements, qu'ils étaient tabassés, qu'ils étaient torturés, qu'ils étaient dans des conditions totalement inhumaines. Et une grande partie de l'inhumanité, c'était la faim. Je trouve que ce que vous dites de votre père, ce que votre père dit à travers vous dans ce livre sur la faim, rejoint exactement ce que dit mon grand-père sur la faim. C'est un des pires supplices qui puisse exister.
l'un et l'autre sont sortis avec le même poids, lui de sa captivité et Edmond de son camp de concentration, 38 kilos, alors que ce sont des gens qui ont largement plus de 1,70 m chacun. Donc on imagine ce que c'est que 38 kilos, c'est la peau et les os. Et il y a dans les deux livres des pages qui nous expliquent bien que cette torture est absolument insupportable, de ne pas pouvoir se mettre la moindre chose sous la dent. Mais alors, dans ces conditions qui sont extrêmes, où nous avons tous ces mauvais traitements et tout ce qui va avec, curieusement, en tout cas à Dachau, il y avait quelques livres. Il y avait une bibliothèque, c'est le premier bâtiment à gauche quand on remonte l'allée de la Liberté, qui était une bibliothèque avec des volumes ahurissants. Et il y avait des volumes qui arrivaient de temps en temps, parce qu'il y avait de temps en temps des colis qui arrivaient. Et évidemment, les meilleurs volumes étaient passés des uns aux autres. Et tout le monde lisait un certain nombre de ces textes fondamentaux. La condition humaine arrive à Dachau. On se demande comment, comment les Allemands arrivent à ne pas imaginer justement ce que ça représente pour un certain nombre de détenus à l'époque. Donc, j'ai même une anecdote supplémentaire, si vous voulez. Il se trouve que tout à fait par hasard, j'ai connu tout à fait sur la fin de sa vie un très vieux monsieur, il avait 98 ans passés, qui avait été professeur d'iranien ancien à Paris, à l'école pratique des hautes études, et qui est décédé. Et à ce moment-là, un de ses confrères a trié sa bibliothèque. Et en triant sa bibliothèque, il a découvert un traité de grammaire iranienne qui portait le tampon de Dachau. Et je savais parfaitement que ce monsieur s'appelait Gilbert Lazare. Il avait été déporté pour fait de résistance. Les Allemands n'ont jamais su qu'il était juif en plus, sinon il aurait été fusillé. Il s'en est sorti, il est rentré, il a fait toute une carrière académique en France. Et il avait rapporté de Dachau un livre qu'il avait trouvé, parce qu'il y avait le tampon de la bibliothèque de Dachau. Il avait donc trouvé dans cette bibliothèque du fin fond de l'humanité un traité de grammaire iranienne. C'est donc des éléments fabuleux quoi, qui permettent à tous ceux qui traversent ces épreuves de s'accrocher. Et alors, il y a la mémoire, bien entendu, aussi. Il y a tous ceux qui ont appris et sont contents de... Un des éléments, je termine là-dessus, qui permet à mon grand-père, moribond en réalité, et relevant à peine du typhus, de se rendre compte que la vie n'est pas morte pour lui, c'est quand il reprend vaguement conscience et qu'il a la connaissance, on lui redonne on lui reparle d'une anthologie de la poésie française, et qui se rend compte que malgré tout malgré ce trou noir dans lequel il est tombé, il le décrit comme la chute dans un puits, au fond du puits où il pense qu'il est mort, il fait une expérience de la pré-mort, et ce qui lui donne la mesure de sa résurrection, c'est le fait que des fragments de poèmes de l'anthologie de la poésie française lui reviennent. C'est tout à fait passionnant d'utiliser le mot résurrection, parce qu'il y a un de vos auteurs fétiches, Pierre Vergely, c'est Tolstoï, et il y a au début du Monde qui reste, votre père, avec votre bouche, dit la chose suivante: nous avons jugé utile de convier Delacroix à notre discussion pour disserter de sa liberté guidant le peuple. Et nous étions d'accord pour préférer à sa portée historique ambiguë sa puissance symbolique. Et puis, il y a eu la littérature. Tolstoï, qu'Alfred admire, et Hugo, que je chéris, à côté desquels Poutier s'offre naturellement sa place à Dickens. Résurrection, Les Misérables, Les Grandes Espérances, même combat. Impossible de nous arrêter tant nous partagions de goûts communs et tout ce qui nous unissait nous réjouissait. Est-ce que le fait de partager aussi ces mêmes goûts et que la transmission se fait par des textes qui reviennent comme ça, c'était quelque chose aussi qui fait qu'il y a un dialogue constant entre vous et votre père? Oui, oui, comme vous l'avez compris, ce dialogue, il est constant, il est permanent, il ne s'est jamais interrompu depuis... donc j'ai 47 ans, depuis 35 ans que mon père est décédé, ce dialogue n'a jamais cessé. Je pense que les textes que je cite, ces grands textes, sont des textes qui vous élèvent. Ce sont des textes qu'on peut lire toute sa vie,
qu'on ne lira jamais assez bien, qui ont une portée universelle, mais au sens le plus noble du terme. Donc je ne sais pas si mon père a lu Résurrection, j'en sais rien, je n'en sais absolument rien. Moi je l'ai lu. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre? Je vous encourage d'ailleurs à le lire si vous ne l'avez pas lu. Il y a tout, mais rien que dans le titre, il y a tout ce qui vous sauve, tout ce qui vous élève, tout ce qui vous évite d'avoir peur, tout ce qui vous évite de tomber, tout ce qui vous permet de vous relever, tout est là. Et surtout, un message de fond, et je vous écoute parler, ne soyez jamais inquiets. Ces hommes, votre grand-père, mon père, et tous ces hommes sont des gens qui vous apprennent à ne pas vous inquiéter et à vous dire tout va bien, même dans l'enfer, et peut-être même que c'est au cœur de l'enfer que tout va bien. C'est peut-être là que ça se passe. Voilà. Je n'ai pas énormément de choses à rajouter parce que vous le faites beaucoup mieux que moi. En revanche, parce que les histoires sont les mêmes, avec leurs particularités bien évidemment, mais voilà, moi le livre que j'ai écrit, en tout cas, j'ai essayé d'apporter cette dimension, essayer de donner quelques clés, quelques pistes, pour qu'on comprenne que le combat, il n'est pas matériel, le combat de ces hommes, il n'est pas matériel, c'est pas un combat du bien contre le mal, c'est bien plus puissant et bien plus profond que ça, c'est un combat d'ailleurs qu'ils n'avaient probablement pas eux-mêmes conscience de mener au moment où ils sont engagés. Ce combat, c'est nous qui pouvons aujourd'hui en parler comme d'un combat et qui est un combat hautement spirituel. Je le pense, je l'assume, et je pense qu'il faut bien le rappeler que ces hommes méritent la mémoire qu'on leur accorde, je pense pas assez, ou en tout cas une mémoire qui s'éteint doucement et qu'il tient à nous de ressusciter. Il y a un très beau texte extrait de Résurrection qui est une très belle définition, je trouve, à la fois d'Edmond Michelet et de Charles Vergely. Tolstoï dit « Un des préjugés les plus répandus est celui qui consiste à croire que chaque homme possède en propre certaines qualités définies, qu'il y a des hommes bons ou mauvais, intelligents ou stupides, énergiques ou apathiques. Les hommes ne sont pas faits ainsi. Nous pouvons dire d'un homme qu'il se montre plus souvent bon que méchant, plus souvent intelligent que stupide, plus souvent énergique qu'apathique ou inversement. Mais il serait faux d'affirmer d'un homme qu'il est bon ou intelligent et d'un autre qu'il est méchant ou stupide. Et cependant, c'est ainsi que nous jugeons. Les hommes sont semblables aux rivières. Toutes sont faites du même élément, mais elles sont tantôt étroites, tantôt rapides, tantôt larges ou paisibles, claires ou froides, troubles ou tièdes. Est-ce que cette image, Dominique Michelet, de la rivière correspond, je trouve, assez bien à la manière dont Edmond Michelet a été porté? Parce qu'on le dit justement que ce travail de mémoire, il est important et que quand on lit Rue de la Liberté, on a l'impression qu'à aucun moment donné, il ne baisse les bras malgré le typhus. Oui, effectivement, je rejoins ce que dit Pierre Vergely, c'est-à-dire que ce sont, en tout cas, ces acteurs-là, ces témoins-là sont des gens qui ont une vie spirituelle. Et cette vie spirituelle est finalement ce qui est la clé de tout. Une autre expression de mon grand-père, j'ai souvent entendu dans d'autres circonstances d'ailleurs, mais c'était la providence. C'est quelque chose qui avait un sens pour lui. Et la providence existe. On ne peut pas passer à côté si on ne la sent pas, si on n'est pas capable de la retrouver, c'est qu'il nous manque quelque chose. Et c'est elle qui permet de survivre aux conditions les plus extrêmes. Ça, c'est incontestable. Il y a aussi, Pierre Vergely l'a dit, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est dit dans ces textes? En gros, c'est l'essentiel. Et là, on pense à quel point ces deux textes sont reliés aussi à toute une littérature essentielle concentrationnaire, avec un texte, notamment, il y en a eu beaucoup, mais le texte de Georges Semprin, L'écriture ou la vie. Et il dit au début, l'essentiel, je crois savoir, oui, je crois que je commence à savoir, l'essentiel, c'est de parvenir à dépasser l'évidence de l'horreur pour essayer d'atteindre à la racine du mal radical, das Radikal Böse. Et à la fin, il dit, l'essentiel, dis-je au lieutenant Rosenfeld, c'est l'expérience du mal, avec un M majuscule. Certes, on peut la faire partout, cette expérience. Nul besoin des camps de concentration pour connaître le mal, mais ici, elle aura été cruciale et massive. Elle aura tout envahi, tout dévoré. C'est l'expérience du mal radical. Ce qui est essentiel, c'est ça, Dominique Michelet, cette expérience du mal. On parlait aussi des enfers, et les deux textes évoquent cette dimension quasi mythologique. Ils sont face
à ce qui a priori n'est pas mesurable et pourtant qui est là. Oui, non, c'est tout à fait vrai qu'il y a cette expérience du mal, mais il y a toujours, dans l'expérience en tout cas d'Edmond Michelet, une volonté d'imaginer que le mal n'est pas définitif, qu'il peut... Il a un peu plus de problèmes avec un certain nombre de ces joailliers. Je pense notamment à celui qui l'accueille au camp de Neuer-Brême et qui va se déchaîner pendant 16 heures, 17 heures sur des juifs pour montrer aux autres détenus ce que ça vaut d'être juif. Et là, il a effectivement une espèce de blocage pendant tout un certain temps, mais même les pires de ces bourreaux, finalement, sont pour lui des gens qui peuvent être un jour rachetés. Dans son avant-propos, Olivier Vievorka dit que finalement, ce livre-là, en dehors du fait qu'il nous donne un témoignage de la vie de quelqu'un qui a été arrêté, détenu en prison et déporté, et nous apporte un certain nombre de messages. Et dans ces messages-là, le second qu'il met en exergue, c'est qu'il est toujours possible d'arriver à unifier les hommes d'une façon ou d'une autre. Ça n'est jamais facile, mais il y a toujours la possibilité de reconstituer des groupes et de reconstituer une entente, et particulièrement là où elle est nécessaire. Et ça, c'est un des trois points sur lesquels Vievorka insiste. Et le troisième, évidemment, c'est ce qui est aussi dit tout à fait dans l'épilogue du volume, c'est l'annonce de la réconciliation franco-allemande. Et dans cet épilogue, il dit assez directement, finalement, qu'il aura du mal, évidemment, à oublier un certain nombre de ces acteurs qui l'ont fait souffrir, lui et beaucoup d'autres, bien entendu, d'autres sans doute beaucoup plus que lui encore, mais qu'il n'y a pas d'issue autrement que par la réconciliation franco-allemande. Pierre Vergely, à travers la forme du journal aussi, dans Le Monde qui reste, vous posez, on parlait de l'essentiel, mais vous posez des questions essentielles, des questions philosophiques. On sent toute une réflexion qui s'inscrit dans quelqu'un comme Jean Kelevitch qui réfléchissait sur la Gestapo et le rapport au mal. En quoi l'écriture aussi de ce journal permet d'affronter directement des questions philosophiques qui sont essentielles, dont notamment la liberté. La question de la liberté, elle est centrale, tout en étant extrêmement secondaire. C'est très paradoxal, la liberté. Et c'est un mot qui, en plus, comme beaucoup de mots d'ailleurs, mais ont toujours un double sens. La liberté, je crois que la philosophie, en fait, n'a d'intérêt que quand elle est politique ou métaphysique. Et d'ailleurs, les deux dimensions sont complètement reliées. Quand on parle de politique, on va vers la métahistoire. Et là, c'est l'historien que vous êtes qui peut tout à fait invalider ce que je dis ou au contraire valider. Et la métaphysique, en effet, qui est, à mon avis, le questionnement premier qu'on doit faire sur soi-même pour essayer de comprendre un petit peu le sens de notre présence ici. À partir de là, la question de la liberté, elle s'articule toujours autour d'une question. Quand je parle de liberté, de quoi je parle? Est-ce que je parle de droit ou est-ce que je parle de moi? Il y a un film extraordinaire qui s'appelle A Hidden Life, qui est sorti il y a à peu près 1 an et demi, de Terrence Malick, avec ce formidable objecteur de conscience autrichien qui a refusé de porter les armes pour l'armée allemande, et qui, au péril de sa vie, c'est-à-dire que même il l'a payé de sa vie puisqu'il a été décapité à Berlin, un moment se retrouve, après des heures et des heures, des mois de torture, se retrouve face à son bourreau et qui lui dit « Mais écoute, tu n'as qu'à signer ce papier et tu seras libre. » Et là, il y a cette phrase absolument extraordinaire que vous retrouvez dans les lettres de Franz Jägerstätter qui dit « Mais qui te dit que je ne suis pas libre ?» À partir du moment où on comprend ça, la liberté n'est pas quelque chose qui se livre, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se vit. Voilà, c'est très très simple et c'est très complexe à la fois. Et donc, en effet, la liberté, ça se réfléchit
ça se chérit, ça se malaxe, et ça s'expérimente et ça se vit de l'intérieur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de liberté dans tous les camps. Je pense qu'on fait une erreur fondamentale, dans un camp comme dans l'autre. La liberté, elle n'est pas là. Et tombons pas dans ce piège, parce que ce piège, il divise. Et ce piège qui est en train de nous diviser va nous aliéner et va nous rendre esclaves, encore une fois, malheureusement, de gens qui vont prendre de mauvaises décisions pour nous et contre nous. Voilà. J'essaie de faire passer ce message parce que j'ai la possibilité de le faire et ça me paraît très important. Je rajouterai simplement, parce que ça m'a frappé à la lecture du livre, donc qui est un livre imaginé quand même d'une certaine façon à partir d'une expérience bien vécue, elle, sur la façon dont, quand ils sont en particulier l'un et l'autre au secret, à 2 ans de différence d'ailleurs, Charles Vergely ayant été arrêté dès 1941 et Edmond en 1943, ils sont au secret l'un et l'autre, ils sont donc au cœur même de la privation de liberté la plus extrême, puisqu'ils sont seuls dans une cellule et entre 4 murs, 6 mètres carrés à peu près dans chaque cas. Et bien là, ils s'inventent eux-mêmes leur liberté. Et une façon de s'inventer leur liberté, c'est de se donner des règles de vie. Et ils font du matin au soir une série d'actions qui commencent par des mouvements de gymnastique ou qui commencent par de la prière. Et c'est une vie complètement rythmée. Et de cette façon-là, ils récupèrent ce qu'on cherche à leur ôter. Et ils ont toute cette liberté de vivre leur vie, même si c'est une vie tronquée, même si c'est une vie qui n'est pas celle qu'ils auraient imaginée et qui, effectivement, les attriste, bien entendu, d'un côté de Charles Vergely vis-à-vis de ses parents en particulier, du côté d'Edmond vis-à-vis de sa famille. C'est une famille à laquelle, ultime torture, c'est pas une torture physique, mais c'est une torture morale bien pire, où on lui dit, ta femme et tes enfants, on les tient, on les a mis en prison, et si tu ne parles pas, si tu ne reconnais pas qui tu es dans la résistance, eh bien, il va leur arriver du malheur. Donc, au cœur même de tout cet univers qui cherche à vous écraser complètement, eh bien, l'un et l'autre s'inventent une façon de vivre et de vivre librement, finalement. Oui, pardon. Non, je vous en prie. Non, tout à fait. Et alors, vous parliez des habitudes. Quelques heures avant de mourir, la dernière phrase de mon père a été « Il ne faut jamais, jamais perdre ses habitudes ». Voilà. C'est la dernière parole qu'il a prononcée à ma mère. Donc, vous tapez vraiment dans le mille et de façon totale. C'est-à-dire que mon père a organisé sa vie autour, en effet, de ses rendez-vous quotidiens. Et quand il regardait une tranche de pain, il la regardait et il disait « Mais tu ne peux pas imaginer ce que ça représente. » Voilà. Et ça, en effet, quand vous commencez à organiser votre vie autour de l'observation, mais parfois des choses minuscules qui sont autour de vous, comme vous disiez, dans une cellule de 4 mètres carrés, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qu'il vous reste? À la fois rien et tout. Il y a tout à faire à l'intérieur. Et les habitudes étaient centrales. Sinon, en effet, il se laissait aller et c'était le début de la mort. C'était le début de la mort. Merci infiniment, Dominique Michelet. Merci infiniment, Pierre Vergely. Dominique Michelet, donc l'ouvrage essentiel de votre grand-père, Edmond Michelet, Rue de la Liberté, 1943-1945 aux éditions du Seuil. Pierre Vergely, Le monde qui reste aux éditions Héloïse d'Ormesson. Pierre Vergely, on peut vous retrouver, alors peut-être pas forcément ce soir, mais demain et après-demain, sur le stand L16. Et Dominique Michelet, on peut vous retrouver sur le stand L5. Merci à vous deux.